National University of Rabat. We have today, as you know, the pleasure and the honor to receive His Excellency, the Ambassador of Spain, Mr. José de Carvajal Salido. So I'm going to go ahead and give the microphone to our President, Mr. Moetti. Thank you. Merci Nassef qui a fait une introduction à la grande show américaine, donc on reconnaît la culture anglo-saxonne. Donc merci Nassef. Bonjour à tous et tout d'abord je voudrais souhaiter donc la bienvenue à son Excellence qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous rendre visite et de venir interagir avec nos étudiants. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à toute la délégation qui vous accompagne ainsi qu'à nos partenaires de l'ESIC qui ont fait le voyage pour être parmi nous à cette conférence et à tous les collègues et bien sûr à nos chers étudiants, je garde toujours le meilleur pour la fin, donc à nos chers étudiants, donc soyez les bienvenus et comme dans la coutume de cette université, la pratique qu'on a établie depuis le démarrage de cette université, c'est d'organiser des séminaires et des échanges avec des hautes personnalités, à la fois pour l'ouverture, à la fois pour les échanges, et aussi pour faire connaître notre université donc à des hauts responsables étrangers comme marocains. Donc cette conférence et cette visite donc, va, bien sûr, elle est gérer le fruit d'abord d'une coopération qu'on a lancé avec l'Espagne, donc c'est le premier pays le plus proche en tout cas du Maroc, c'est pratiquement un pays frontalier. Et notre objectif dans cette université, bon, comme son nom l'indique, internationale, c'est bien sûr l'ouverture. Cette ouverture, comme vous savez, donc l'Espagne, ce qu'elle représente, et la langue espagnole, ce qu'elle représente au niveau international, donc c'est un enjeu important. Et pour vous, étudiants, donc c'est très important aussi que vous ayez cet échange avec, bien sûr, le représentant donc, de l'Espagne, donc son Excellence, et également que vous ayez donc une connaissance. Et je pense que certains d'entre vous qui sont dans la business school, donc grâce à l'ESIC et à d'autres partenaires, vous commencez à vous familiariser donc, avec le modèle universitaire espagnol, qui est un très bon modèle, parce que c'est vrai qu'on est souvent donc, tourné que vers la France, voire maintenant un peu donc, le système anglo-saxon, mais le système d'enseignement supérieur espagnol est très performant, comme pourrait donc, en tout cas le montrer des classements des écoles et de grandes universités dans les différents classements, que ce soit les classements de Shanghai, que ce soit les classements des Financial Times, etc. Donc aujourd'hui, on est honoré d'avoir la visite de l'ambassadeur et toute la délégation. L'Université internationale de Rabat, si vous permettez, Votre Excellence, donc en quelques mots. Donc l'Université internationale de Rabat donc, a été lancée et avait comme objectif, c'est de se positionner sur des filières et de former le leadership et le futur décideur marocain, voire africain, dans des secteurs qui sont des secteurs de pointe et qui accompagnent la stratégie nationale marocaine, à savoir dans les domaines comme l'aéronautique, le secteur de l'automobile, les énergies renouvelables, des managers, parce qu'on en a besoin, ainsi que dans d'autres secteurs comme les sciences humaines et sociales, les sciences politiques, le droit, mais en allant toujours sur l'excellence et sur des spécificités pour répondre à des besoins très spécifiques. Alors bien sûr, pas des besoins ponctuels, mais aussi des besoins sur le moyen long terme. Et cette ambition, dès le départ, on a dit ne serait possible qu'en étant accompagné par des établissements et des partenaires de premier rang. Et on est allé chercher donc des partenaires donc, de premier rang. C'est vrai que le réflexe initial, c'est le plus facile, c'est la France, parce que, comme vous le savez, donc le Maroc reste quand même majorité francophone, mais néanmoins, tout de suite, donc on a éprouvé le besoin de s'ouvrir, et s'ouvrir d'abord vers le pays le plus proche, en tout cas
européen un peu plus proche du Maroc, qui est l'Espagne. Donc on a fait d'abord, des prospections, et qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a au moins trois partenariats consolidés. Donc, dans les représentants de l'ESIC, il y a l'Université Polytechnique de Catalogne et 2 ou 3 autres universités espagnoles qui sont impliquées avec nous dans des projets, notamment de campus, donc dans des projets européens. Donc, on a cette volonté donc, de se tourner donc, vers l'Espagne, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est le premier partenaire économique du Maroc, c'est l'Espagne. Je pense que ce partenariat économique, et vu les relations qu'on peut dire aujourd'hui sont à vous, qui sont quand même meilleures qu'avant, et qui aujourd'hui le Maroc veut consolider encore plus. Donc lorsqu'on entend les responsables marocains, donc il y a une vraie ambition pour le Maroc de consolider ses relations avec son voisin donc espagnol, que l'histoire lie d'ailleurs ensemble depuis de longue date. Donc notre ambition elle est là. Nos objectifs ils sont assez importants parce qu'on voudrait développer la mobilité de manière de plus en plus importante donc, de nos étudiants et dans les deux sens, pas uniquement que les étudiants marocains qui vont vers les universités ou les établissements d'enseignement supérieur espagnol, mais également de pouvoir recevoir des étudiants donc espagnols au sein de notre université. Donc l'autre ambition, c'est de développer ce qu'on appelle la double diplomation, c'est-à-dire qu'on ait des étudiants qui vont avoir le double diplôme, le diplôme marocain et un diplôme d'un établissement espagnol. Et le premier exemple pour nous, et en tout cas la première success story, on peut parler de ça, c'est avec l'ESIC, parce que nos étudiants ils sont en train de faire la 2e année de master donc à l'ESIC, et qui vont à la fin avoir le double diplôme, à la fois du master, donc il y a le marketing et relations et commerce international, donc avec l'ESIC, et ça c'est donc un deuxième point, parce que ça permettrait à la fois d'avoir cette double culture. C'est pas uniquement une mobilité ponctuelle, mais c'est d'avoir donc ce double diplôme dont nos étudiants devraient être fiers et qui pourront faire valoir durant leur carrière également cette double diplomation. Donc quelles sont nos attentes? Je dirais nos attentes, elles sont toutes simples. C'est d'abord donc faciliter cette mobilité pour nos étudiants et aussi pour les étudiants espagnols qui souhaiteraient donc venir passer un semestre, une année, voire plus donc, au Maroc, et également de nous accompagner dans l'élaboration de ce partenariat stratégique avec des universités espagnoles qui souhaiteraient donc collaborer et développer des partenariats avec nous. Et je vous en remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, je donne la parole maintenant à Son Excellence l'ambassadeur de l'Espagne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de vos paroles. Merci surtout de votre invitation d'avoir organisé en compagnie de mes collaborateurs de l'ambassade cette journée de l'Espagne à l'UE. Pour nous, c'est très important. On croit à l'éducation, on croit à l'université comme instrument de développement social et économique et comme instrument de promotion des rapports entre des pays, dans ce cas l'Espagne et le Maroc, qui sont deux royaumes voisins qui ont une très riche histoire commune, deux monarchies qui entretiennent d'excellentes relations depuis plusieurs siècles. Il faut rappeler que le roi Juan Carlos a visité le Maroc à des multiples reprises. Il a été le premier chef d'État étranger à s'être rendu à Marrakech juste après l'attentat contre le café à Ghana en 2011, ce qui constitue un témoignage d'amitié et de solidarité avec un peuple ami dans ce moment très difficile. Et Madrid a été la première capitale européenne que le chef du gouvernement marocain, M. Benkiran, a officiellement visité.
Cela va de même pour le président du gouvernement espagnol, M. Rajoy, qui a fait son premier voyage à l'étranger en venant ici au Maroc. Cette année, en juillet dernier, les rois Philippe et Laetitia ont effectué un voyage de présentation au Maroc où ils ont été reçus et accueillis chaleureusement par Sa Majesté le roi Mohamed VI dans ce qui était leur premier déplacement à l'étranger hors de l'Union européenne. Donc, d'un point de vue général, c'est ça que je voudrais faire en laissant à mes collègues les détails pour plus tard. Il faudrait dire que les relations bilatérales Espagne-Maroc sont très bonnes dans tous les domaines, politiques, économiques, social, éducatifs, culturels et de sécurité. Mais elles sont loin d'atteindre tout leur potentiel. Les intérêts partagés sont nombreux et l'agenda commun est très intense. Il faudrait souligner la coopération en matière de lutte contre l'immigration illégale, la délinquance organisée et le terrorisme et bien entendu les liens économiques étant donné que l'Espagne, comme vient de dire M. le Président, est le premier commercial du Maroc, le premier partenaire commercial du Maroc. Signaler également l'importance dans les relations bilatérales de plus de 800 000 Marocains résidant en Espagne. À mon avis, les éléments suivants définissent le cadre de nos relations. 1. L'importance capitale de la situation géostratégique du Maroc et de l'Espagne. Seul pays avec la France qui dispose de façades atlantiques et méditerranéennes. 2. Deux monarchies voisines ayant des siècles d'histoire commune, comme je viens de le dire. 3. Le fait que le pont naturel d'entrée du Maroc en Europe et l'Espagne voit des connexions avec l'Amérique latine et que la porte d'entrée naturelle pour l'Espagne en Afrique et dans le monde arabe est le Maroc. 4. L'existence d'une nombreuse communauté marocaine installée en Espagne. J'ai déjà mentionné quelques chiffres, mais je vais vous en donner un autre. 160 000 enfants marocains sont éduqués dans des écoles publiques espagnoles. 5. L'importante présence culturelle et éducative espagnole au Maroc, avec 11 écoles et 6 instituts Cervantes. 6. Le fait que la crise de la zone euro, que l'Espagne est en train de dépasser, a aussi eu un impact sur les relations bilatérales en faisant prendre conscience que la prospérité de deux pays est étroitement liée et qu'il est de l'intérêt des deux pays de passer ces crises. 8. Le constat que les entreprises espagnoles ont toujours été attirées par le Maroc, surtout les petites et moyennes entreprises, bien avant les grandes sociétés, ce qui probablement réduit la visibilité. Or, cette relation bilatérale se manifeste dans de nombreux domaines et il serait interminable de les détailler tous. Ceci étant dit, je vais me concentrer mes commentaires sur les relations économiques, éducatives, de sécurité et de coopération parce que je pense qu'elles sont d'une importance particulière. Pour ce qui est du domaine économique, je voudrais commencer par signaler que le gouvernement d'Espagne apprécie énormément la tâche ambitieuse de modernisation politique, institutionnelle et économique que le Maroc a entamé depuis quelques années, un travail sans doute ardu et pas dépourvu d'obstacles, mais qui est en train de donner des fruits et que nous suivons avec un grand intérêt. Dans ce processus, nous louons le choix déterminé du Maroc d'ouverture vers l'Europe, avec laquelle vous entretenez des relations en tant que partenaire privilégié.
Le Maroc a parcouru un chemin exemplaire, ce qui fait du royaume, aujourd'hui, un pays qui se caractérise par sa stabilité politique et économique. Durant les années les plus dures de la crise, le Maroc, s'appuyant sur des politiques macroéconomiques solides, un programme ambitieux de réforme, a atteint de taux de croissance remarquables. Dans le cadre de ces politiques macroéconomiques solides, reconnues par les principales institutions financières internationales, le Maroc poursuit avec succès sa politique de consolidation fiscale et il est en train de corriger son déficit extérieur. Mais nous savons aussi qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le Maroc doit encore œuvrer à améliorer le fonctionnement de son marché du travail et éliminer l'excès de bureaucratie. D'un point de vue positif, je ne veux pas manquer de rappeler que les avancées en éducation primaire et en innovation, la modernisation de l'environnement des affaires et la solidité des banques et des institutions publiques ont contribué sans aucun doute à la situation économique actuelle, ce qui nous permet d'être optimistes. Quant à la situation économique en Espagne, grâce aux réformes économiques décidées et entreprises par le gouvernement durant les 3 dernières années, aujourd'hui nous pouvons constater une croissance incontestable du PIB, ce qui suppose un changement de tendance qui exerce déjà un impact positif sur les relations économiques bilatérales. L'économie espagnole, qui a traversé une crise profonde, est sortie de la récession et commence à croître de nouveau. Comme je vous le disais il y a un moment, l'exigente politique économique développée par le gouvernement espagnol durant les 3 dernières années s'est centrée sur 3 axes: consolidation fiscale, assainissement du système financier et réformes structurelles. Et ces politiques ont permis de récupérer la confiance des marchés, faciliter l'accès au financement et obtenir des gains substantiels de compétitivité. Selon le Fonds monétaire international, l'Espagne est le pays où les réformes sont en train d'avoir l'effet le plus positif. Et ce même organisme estime que l'économie espagnole croîtra cette année au-delà de la moyenne de l'Union européenne. Encore mieux, sans la croissance apportée par l'Espagne durant le second trimestre de 2014, l'économie de l'Union européenne serait en récession. Toutefois, il y a encore des déséquilibres bien sûr à corriger, particulièrement le niveau d'endettement et de chômage. Pour cela, le gouvernement va poursuivre sa politique réformiste en maintenant la voie de la consolidation fiscale et l'agenda des réformes structurelles pour consolider la récupération et garantir que les effets de celle-ci arrivent à tous les citoyens. En ce qui concerne la relation bilatérale entre les 2 royaumes, il faut rappeler que conformément à l'Eurostat, c'est l'agence statistique de l'Union européenne, comme vous savez très bien, et de l'Office d'échange du Maroc, l'Espagne est dans l'actualité le premier client et le premier fournisseur du Maroc. L'interrelation entre les 2 économies est incontestable et très étroite. Aussi bien du point de vue du commerce, le Maroc est la 9e destination globale des exportations espagnoles, que du point de vue de l'investissement. Pour l'Espagne, le Maroc est la première destination d'investissement en Afrique, avec la présence de plus de 700 entreprises dans pratiquement tous les secteurs d'activité. C'est probablement le pays comptant le plus grand nombre d'entreprises espagnoles installées, presque 300 filiales d'entreprises espagnoles enregistrées, et c'est le 2e pays au monde, après les États-Unis d'Amérique, où se dirigent en plus grand nombre les entreprises de commercialisation espagnole, presque
20 000 entreprises espagnoles exportent leurs biens et services au Maroc. En particulier, on peut remarquer la présence croissante d'entreprises espagnoles dans les secteurs à haute valeur ajoutée, comme les énergies renouvelables, l'eau et aussi la technologie ferroviaire. Je vous donnerai comme exemple l'exécution de la première plateforme de Ouarzazate en rappelant notre leadership dans le secteur, vu que les deux consortiums finalistes pour Nord 1 comptaient tous les deux 100% des technologies espagnoles. Par ailleurs, on ne peut pas oublier que l'Espagne est l'un des principaux pays émetteurs de tourisme au Maroc et qu'il occupe la seconde position derrière la France. Durant les dernières années, une moyenne d'approximativement 1 600 000 touristes espagnols est arrivée au Maroc, ce qui suppose plus de 20% du total de touristes que reçoit ce pays. Et c'est en plus une tendance croissante. Pour le part, les touristes marocains en Espagne, selon des sources marocaines, ont atteint 300 000 durant la période écoulée de l'année en cours. En résumé, en conclusion, je crois que l'image de l'Espagne est bonne du point de vue économique et que le degré de dialogue est élevé, même si, comme dans toute relation si étroite et si dense comme la nôtre, il y a des risques que cependant nos deux gouvernements, le gouvernement espagnol et le gouvernement marocain, s'efforcent depuis plusieurs années à minimiser. La relation entre les deux maisons royales est elle aussi excellente. Cela contribue sans doute à un bon climat d'affaires dans un pays comme le Maroc où les relations humaines revêtent une importance exceptionnelle. Quant au domaine éducatif et de la langue espagnole, l'espagnol est l'une des langues étrangères qui font partie actuellement du paysage linguistique marocain. Comme je l'ai déjà indiqué, quelques 160 000 élèves marocains sont scolarisés dans des écoles publiques en Espagne et d'autre part, quelques 5 000 élèves marocains suivent leurs études dans les 11 écoles publiques espagnoles au Maroc. Il s'agit de centres de réputation reconnus qui font l'objet d'une demande supérieure aux places disponibles, comme c'est le cas de Tanger, Rabat et Casablanca, qui sont obligés de refuser les demandes d'admission pour manque de capacité physique. Et près de 75% des élèves sont des nationalités marocaines, 23% sont des Espagnols et le reste d'autres nationalités. Mais même ainsi, je crois que ne pas me tromper si je vous dis que l'espagnol se parle peu, étant donné l'effort que nous avons fourni, aussi bien en Espagne qu'au Maroc durant ces dernières décennies, et qu'il faut saisir l'opportunité de l'intérêt croissant manifesté ces dernières années pour travailler de façon conjointe pour le promouvoir, surtout dans le domaine de l'éducation. Établir le nombre exact de personnes qui parlent espagnol au Maroc n'est pas une chose facile et le résultat final varie selon la source consultée. J'ai personnellement entendu de la bouche des autorités marocaines que ce sont presque 2 millions de Marocains qui parlent espagnol et plus nombreux sont ceux qui le comprennent. D'autre part, le Maroc est, après le Brésil, le pays où l'Institut Cervantes a le plus de centres. Il en a 6. L'enseignement de la langue, l'entretien des bibliothèques et la gestion d'un large éventail d'activités culturelles
sont les 3 axes qui maintiennent les actions de l'institution à Casablanca, Rabat, Fès, Tétouan, Tanger et Marrakech. Où sont inscrits en total plus de 12 000 élèves. Nous vivons un moment particulièrement important pour prendre des mesures et améliorer la diffusion de la langue et de la culture espagnole au Maroc. Aux raisons historiques et à la proximité géographique et culturelle s'ajoute maintenant l'important flux migratoire entre nos 2 pays, la forte présence d'élèves marocains de cette origine en Espagne et surtout l'importance des échanges économiques croissants entre les citoyens de nos 2 royaumes. Et tout ceci pousse à l'apprentissage de la langue espagnole. Sans aucun doute, l'un des éléments qui a contribué à maintenir vivant l'espagnol dans ce pays a été l'immigration. Lors des 25 dernières années, l'Espagne est devenue un pays récepteur d'immigrants, dont nombreux sont des Marocains. En fait, durant très longtemps, la communauté immigrante marocaine a été la plus nombreuse en Espagne avant d'être dépassée par la roumaine. Ce phénomène est aussi en train de générer un plus grand engouement pour la langue et la culture espagnole au Maroc à travers les liens qui entretiennent les immigrants marocains en Espagne avec leurs familles vivant au Royaume. Le projet récent du gouvernement du Maroc de créer un baccalauréat international marocain, option espagnole, auquel l'ambassade d'Espagne participe à travers son bureau d'éducation, offre une opportunité unique pour structurer et donc renforcer la présence de l'espagnol dans le système éducatif marocain. Dans le domaine de la coopération en matière de sécurité, je voudrais commencer par dire que la coopération antiterroriste et contre le radicalisme avec les autorités marocaines est extraordinaire à tous les niveaux. Les fréquentes rencontres personnelles entre les ministres de l'Intérieur de 2 pays en sont la preuve formelle. Et concrètement, en matière de lutte antiterroriste, je souhaite mentionner le travail efficace des forces et des corps de sécurité et des services d'intelligence marocains en coordination et en contact continu avec les services espagnols qui maintiennent les canaux de communication ouverts de façon permanente, ce qui s'est reflété dans les démantèlements de nombreuses cellules terroristes tout le long de l'année 2013 et 2014. L'Espagne collabore aussi avec le Maroc dans la mise en pratique de la nouvelle politique migratoire en apportant son expérience en cette matière. L'importante pression migratoire à laquelle l'Espagne se voit soumise et dernièrement de plus en plus le Maroc engendre une difficulté complexe dans laquelle les 2 pays développent une politique de coopération active. Finalement, dans le vaste domaine des relations bilatérales, je voudrais évoquer la coopération internationale au développement. Le plan directeur de la coopération espagnole inclut le Maroc dans ses priorités géographiques et le situe comme l'un des principaux récepteurs d'aide officielle au développement de la coopération espagnole. Le coût moyen pour les dernières années a tourné autour de 100 millions d'euros. Actuellement, la coopération se concentre sur 4 secteurs prioritaires: santé, éducation, gouvernance démocratique et croissance économique. Et quant en priorité géographique en fonction des relations historiques bilatérales, des données socio-économiques et démographiques, l'Espagne est présente surtout dans les provinces du Nord, dans l'axe urbain qui forme les villes de Casablanca, Rabat, Salé, et sur la partie côtière de la région Sousse Massatra, qui est une zone importante d'émissions de migration, qui a aussi des indices de développement inférieurs à la moyenne nationale. En conclusion,
Il est vraiment difficile de résumer la richesse et la complexité des relations bilatérales entre nos deux pays en quelques minutes. Je me suis limité à souligner les aspects qui me paraissaient les plus importants, mais parmi tout ceci, j'aimerais que vous gardiez une idée. La relation de l'Espagne avec le Maroc est une relation stratégique et une relation privilégiée. Les différences qui peuvent nous séparer à un moment donné pèsent beaucoup moins que la conviction collective que nous vivons ensemble dans un espace intégrateur et que la prospérité de nos peuples est réciproque. C'est avec cette idée-là en tête que nous travaillons tous les jours, au jour le jour. Merci de votre attention. Merci Excellence pour cet exposé qui effectivement relate tous les points forts en tout cas de cette coopération maroco-espagnole et qui, comme l'a dit son Excellence, qui est riche et qui ne va aller qu'en croissant parce que les échanges aujourd'hui et la relation maroco-espagnole, comme il l'a rappelé à la fin, son Excellence est stratégique. Au niveau de géostratégique, effectivement, ces deux pays donc sont condamnés, je dirais, à s'entendre, parce que malgré les différences qu'il peut y avoir par moment. Merci d'avoir relaté les progrès qu'a réalisé donc, le Maroc lors de ces dernières années. Donc c'est pratiquement en une décennie, il y a eu un décollage, on peut dire, économique, à la fois démocratique, avec la nouvelle constitution, avec la mise en place de plusieurs instances, notamment donc, sur les aspects droits de l'homme. Et comme on a pu le constater lors du dernier Forum mondial des droits de l'homme, qui était un franc succès, et c'était le deuxième Forum mondial après le Brésil. Et le Maroc aujourd'hui est membre fondateur avec le Brésil et l'Argentine, donc de ce Forum mondial. Donc ce qui montre, donc en tout cas, le positionnement et conforte tout ce qu'aujourd'hui, peut-être vous, jeunes, vous ne percevez pas, en tout cas ces changements, mais sont très importants parce qu'il y a de plus en plus de liberté d'expression. Il y a, tout à l'heure, son Excellence a mentionné donc des progrès donc, dans certains secteurs. Il y a d'autres secteurs, effectivement, on est encore en retard, notamment tout ce qui est, vous avez les lourdeurs administratives, donc la modernisation de l'administration. Il y a également donc, le droit du travail. Donc il y a effectivement encore des chantiers. Et ce sont des chantiers qui, vous jeunes, qui demain vous allez vous retrouver sur le marché de l'emploi, vous allez être un acteur pour participer donc à ces changements. Mais je pense que vous êtes aujourd'hui sur une voie qui est quand même, comme je dis souvent, donc une autoroute à 4 voies. Donc avant on était nous sur une piste. Donc, mais vous, la nouvelle génération, vous êtes sur une autoroute à 4 voies. C'est à vous donc maintenant de la prendre et en tout cas de la consolider. Et merci encore pour toutes ces paroles qui nous confortent en tout cas, parce que souvent donc, nous Marocains, lorsqu'on on a la fâcheuse manie de ne pas reconnaître les progrès, mais plutôt de voir que les choses qui ne vont pas. Mais en tout cas, merci pour cet éclairage venant de votre part et ce témoignage. Et je passe la parole à notre chef de cérémonie, Nasf Mouri. Merci encore, Monsieur le Président. Merci, Votre Excellence. Et si vous le permettez maintenant, nous passerons à la signature de l'accord. Ah, des questions. Ici, il y a des questions dans la salle, bien sûr. Donc, s'il y a des questions de la part de l'audience. Les questions ne sont pas limitées aux étudiants. En espagnol, en anglais. Et aussi bien les étudiants que les collègues, vous êtes autorisés à poser des questions, y compris les collègues. Tant qu'elles seront faciles. Hein? Tant qu'elles seront faciles. C'est bon, monsieur. Nassef là-bas.
Merci, bonjour. Ma question est, est-ce qu'on peut avoir des facilités concernant le visa? Parce que comme on le sait, nous étudiants marocains, pour avoir un visa long séjour en Espagne, on doit partir là-bas, avoir un visa pour ici, trouver un logement, avoir le contrat, revenir au pays pour demander le visa. Donc, est-ce qu'on peut avoir des facilités dès le départ? Question claire et concrète. Et pratique. Votre Excellence, on n'est plus dans la géopolitique, la géostratégie. Il y a d'autres collègues qui vont répondre à la question. Non, je vais répondre. Bon. Maintenant, oui, mais merci de votre question. La première chose que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas mentionné ceci dans mon exposé. Il y a tout de même 3000 étudiants marocains qui, tous les ans, se rendent en Espagne pour y étudier à l'université. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on peut améliorer, mais les facilités sont là et les gens peuvent avoir leur visa. Le visa pour entrer en Espagne, vous savez très bien, ce n'est pas une question nationale espagnole. Ça dépend de l'espace Schengen pour la plupart des visas. Les visas qu'on appelle de séjour. Alors pour la première partie, c'est à l'Union européenne de savoir quelle documentation, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un visa. Et on est en train maintenant de négocier entre l'Union européenne et le Maroc un nouveau protocole d'entente pour faciliter justement la délivrance des visas. En contrepartie, nous les Européens, on voudrait que les Marocains fassent des progrès aussi sur tout ce qui est la réadmission dans le Maroc des migrants illégaux qui ont pu arriver en Europe. Alors c'est quelque chose qui a balancé, disons. Mais pour ce qui est de l'Espagne, parce que la deuxième partie, le visa d'étudiant, c'est une question nationale, vous avez tout à fait la raison. Et vraiment, on est en train d'étudier comment faire pour assouplir un peu la procédure. Et j'espère que dans la prochaine année, on aura un système un peu plus souple que maintenant. Merci. Bonjour. Déjà, premièrement, je vous remercie de votre visite à l'UR. Et donc, ma question, elle concerne les étudiants étrangers et leur insertion professionnelle en Espagne. Y a-t-il des rigidités comme en France ou bien l'administration espagnole propose des facilités pour les étudiants étrangers? Les stages par exemple. Est-ce que les étudiants qui vont étudier en Espagne, marocains qui vont étudier en Espagne, qui veulent travailler en Espagne, est-ce qu'il y a des facilités au niveau des procédures administratives ou bien est-ce que c'est difficile? Passe la... Pardon, mais je ne sais pas si je vous ai bien entendu et compris. Des facilités en Espagne pour les étudiants qui sont déjà là-bas? Non. Pour aller étudier en Espagne. Pour aller travailler en Espagne. Que ce soit pour un stage. C'est-à-dire qu'ils partent étudier et après ils souhaiteraient rester. Travailler. Par exemple, Telefónica, Inditex. Ce n'est pas déjà une question des étudiants, c'est déjà une question de marché de travail. Et après, on doit accomplir les requis pour travailler en Espagne et pour avoir la résidence, premièrement, parce qu'on a le visa pour étudier, mais après, pour travailler, on doit avoir un permis de travail et la résidence aussi. Alors, on doit accomplir des choses et des requis qui sont plus complexes et qui concernent tout le monde.
Si vous voulez, par rapport à cette question, je pense que c'est une question d'opportunité. Comme tout à l'heure ça a été mentionné aujourd'hui, donc le partenariat économique avec l'Espagne se développe de plus en plus. Et je pense que certaines entreprises espagnoles ont une vision stratégique de s'allier avec des entreprises marocaines pour aller sur des marchés plus lointains, c'est-à-dire vers l'Afrique, et notamment vers les pays francophones. Donc pour les étudiants, pour les diplômés marocains, il y a des opportunités. Maintenant, il faut les saisir, les identifier. Après, les démarches administratives pour obtenir le permis de travail, je pense que c'est une démarche qui est... si l'entreprise justifie qu'elle a besoin de cette personne-là, je pense sous votre contrôle, parce que c'est un dossier qui est en général présenté par les entreprises, donc pour avoir ce permis de travail. Donc s'il y a une opportunité et si vous êtes la personne idéale pour ce poste-là, les entreprises ils vont se battre pour vous obtenir le permis de travail. Je pense qu'il faut voir le problème, c'est-à-dire les problèmes administratifs se règlent, d'accord, mais peut-être avec plus ou moins de facilité, mais si vous êtes la personne idéale par rapport à un poste, quelle que soit l'entreprise, elle va se battre, que vous soyez en France ou en Espagne ou en Allemagne ou ailleurs, elle va se battre pour vous avoir le permis de travail. D'accord ? Donc c'est un travail qu'on doit tous vous accompagner à faire, c'est d'identifier ces opportunités-là. Et je pense que tout à l'heure, son Excellence a donné les secteurs, notamment les énergies renouvelables, il a parlé des énergies renouvelables, il a parlé de l'eau, donc vous avez parlé donc, du troisième point que j'ai noté, les ferroviaires. Mais au-delà de ça, moi, je sais qu'on avait eu la visite de certaines entreprises espagnoles qui nous posaient la question quand est-ce que nos managers, nos étudiants, pas uniquement que dans le côté technique, mais aussi côté managériel, vont être prêts pour les embaucher. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des entreprises aujourd'hui espagnoles qui, au-delà de venir chercher des marchés au Maroc, parce que pendant la crise, il y a des entreprises, c'est normal et c'est naturel, venaient chercher des marchés ici, mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est une vision plus lointaine que de venir chercher ponctuellement donc gérer un business au Maroc, mais c'est d'aller chercher en commun des business en Afrique et peut-être ailleurs, pourquoi pas, donc peut-être en Amérique latine ou ailleurs. Mais en tout cas, important, comme dit le président, ce n'est pas la chose difficile, n'est pas d'avoir un visa. La chose difficile, c'est d'avoir une offre de travail. Alors, s'il y a une entreprise qui vous offre un travail, le visa va venir, ça c'est sûr. Un visa dans le vide comme ça, c'est impossible. Dès qu'on a une offre de travail concrète, sûre, avec un salaire, à des conditions de travail, etc., je pense que vous n'auriez pas de problème majeur. Voilà. Juste pour compléter le point, et étant en tant que responsable du Master Marketing à la Rabat Business School, et dans le cadre du partenariat que nous avons avec l'ESIC, et je parle sous le contrôle des représentants de l'ESIC, l'ESIC à Madrid met à la disposition de nos étudiants un réseau de 8000 entreprises pour les stages. Donc, mais en fin de compte, c'est vraiment à l'étudiant de trouver le stage. Donc, il faut être prêt déjà pour pouvoir, aussi bien côté CV, aussi bien côté langue, il faut être prêt déjà pour pouvoir postuler pour ce genre de poste. Donc, je passe la parole à Tanguy Jacopin, qui est d'ailleurs le responsable du partenariat entre les deux institutions et qui complétera également le point. Merci Nasser, merci son Excellence l'ambassadeur, merci Président, merci à vous. Donc juste pour faire un petit complément par rapport aux interventions qui ont été effectuées, je dirais que le premier point, donc faut que vous validiez votre M1. Vous validez votre M1, vous passez au niveau des processus, on est en train de travailler avec le consulat pour essayer de voir dans quelle manière on peut faciliter les démarches par rapport à qu'il y ait une amélioration par rapport à l'année antérieure. Et ce que l'on vous recommande, c'est que vous mettiez en contact avec le service des carreras professionnelles, des stages, des sites, qui a une démarche qui peut être individualisée avec chacun d'entre vous, que vous commenciez votre stage le plus rapidement possible, et une fois que vous êtes dans l'entreprise, on utilise un terme, c'est du jargon, l'entreprise ne va pas utiliser une annonce pour le marché du travail. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre une annonce fléchée. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les compétences dont elle recherche pour un candidat,
mais l'entreprise va mettre des compétences que vous avez, vous et vous seul. Donc on va dire qu'elle aura peut-être besoin de langues que vous êtes le seul à parler sur le marché du travail. On va dire que pour votre poste de travail, par exemple, non, il nous faut aussi, pour donner une circonstance, il faut parler l'arabe, mais aussi il faut parler le russe. Si vous parlez l'arabe et le russe. Et là, ça vous permet d'éliminer tout le monde, et ça va forcer l'administration à vous donner votre visa de travail. Et donc, ce sont des arguties qui sont utilisées par les entreprises, qui sont très communes, tout le monde les connaît, et donc c'est important que vous le sachiez, qu'à partir du moment où vous mettez le pied, vous arrivez vous effectuez une bonne année M1, vous effectuez un bon stage, normalement, il y aura des options. Mais c'est à vous de bien travailler. D'accord ? Et à ce niveau-là, il faut que vous soyez rassurés également. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voudrais déjà vous remercier, Monsieur l'ambassadeur, pour votre implication en ce qui concerne les relations franco-espagnoles. Je voudrais juste vous demander en ce qui concerne la présence d'entreprises multinationales donc, à Madrid, est-ce qu'on peut trouver un stage plus facilement en étant justement un étudiant étranger, et est-ce qu'il est forcément obligatoire d'avoir la langue espagnole et de pratiquer cette langue justement au sein de l'entreprise? Est-ce qu'on... Merci. J'ai peur qu'en Espagne, si vous ne parlez pas l'espagnol, vous n'aurez pas de stage. on n'irait pas très loin. Hein, parce que nous, l'espagnol, les langues, on les parle très mal. Hein. Non, mais de nos jours en Espagne, il y a beaucoup de monde qui parle anglais. Dans les entreprises, c'est une chose courante parmi les jeunes, surtout. Oublier le français, enfin, je suis navré de le dire, hein, mais il est en train de disparaître un peu partout en Espagne. Donc l'espagnol est fondamental, et l'anglais la même chose. Et pour ce qui est d'opportunités de faire des stages, vous aurez les mêmes opportunités qu'un espagnol, sauf que vous auriez besoin d'un visa. Et à part ça, la question est de trouver justement l'offre de l'entreprise. Oui, il y a une question. Alors, monsieur, je tiens à citer qu'ici, la plupart des étudiants, ils ont déjà effectué un semestre d'échange à Rennes. Et là-bas, lorsqu'on était à Rennes, lorsqu'on était en France, que ce soit le département de l'école, le département stage, ils nous aidaient à trouver des stages. Et aussi, la chambre de commerce qui était juste en face de l'école. Il y avait là-bas un département spécial immigré, et ils nous aidaient à trouver des stages. Est-ce que les homologues espagnols vont faire de même si jamais on n'arrive pas à trouver des stages via la base de données de l'école? Je vais prendre juste la parole 2 minutes avant de passer la parole à son excellence. Je pense que c'est des questions très techniques. Je pense que vous allez avoir une table ronde par la suite. Ces questions-là, il faut les garder pour les poser aux responsables de l'ESIC, notamment qui vont vous donner une réponse, à mon avis, qui va être plus générale. Par rapport à ces questions-là, vraiment de recherche de stage, si vous avez des questions plutôt, ne restez pas donc sur le pragmatisme de... Voilà, ça, vous allez avoir une table ronde, et effectivement, toutes ces questions-là, il faut les évoquer, et il faut les bombarder de questions de ce type-là pour la table ronde. Oui. Donc bonjour, je me présente déjà, Soucitara Yassine, étudiant en commerce international Master 1. Donc son excellence, suite aux impacts de la crise de l'euro, plusieurs pays ont été frappés de plein fouet par le chômage, notamment l'Espagne, qui connaît dernièrement un taux de chômage avoisinant les 24%, et plus spécialement 50% chez les jeunes. Donc chose très inquiétante, qui est un taux très élevé comparé au reste de l'Europe. Quelles sont les principales réformes entreprises dans ce sens pour remédier à ce problème? Merci. Bon. Je pense que la réforme principale
entreprise par le gouvernement espagnol, ça a été la consolidation fiscale, c'est-à-dire, dans des paroles simples, essayer de dépenser moins et dépenser selon les entrées, ne pas dépenser plus qu'on ne reçoit comme entrée. Alors le déficit a beaucoup baissé. Et en plus de ça, on a fait des réformes structurelles très importantes. Le marché du travail, il y a tout le système financier qui a été restructuré avec la disparition des caisses d'épargne, des cajas de ahorro. Tous les banques sont consolidées. Il y a des petites banques qui ont disparu. Et ça a produit un nouvel changement de tendance. Maintenant, on est en train de croître presque à 2%. Et on pense que le chômage reste le problème principal, ça c'est vrai. On part de 24%, 25%. Les perspectives pour l'année prochaine, peut-être on va arriver à 22, 22,5%. C'est qui n'est pas mal. Et on a même commencé à créer de l'emploi. Cette année-ci, avec une croissance qui n'est pas énorme, qui est maintenant de l'ordre de 1,6, 1,7%. Avec ça, on a commencé à créer de l'emploi. Alors, il faut persévérer sur cette voie. On a toutes les bénédictions, disons, de tous les organismes internationaux, y compris la Commission de l'Union européenne, le Fonds monétaire international, etc., etc. Alors, il faut continuer. Le problème, vous savez ce que s'est passé en Espagne pendant la crise de... Bon, la chose dans des langages directs était comme ça. Il y avait un monsieur qui arrivait dans une banque et demandait un prêt. Moi, je vais acheter un appartement. Très bien, monsieur, quel est le prix de l'appartement? C'est 100. Très bien, mais moi, je vais vous donner, pas les 100, je vais vous donner 120. Comme ça, vous aurez la possibilité de vous acheter l'appartement, vous achetez le meuble, vous achetez une voiture, vous pouvez aller en vacances. Hein? Et vous mariez. Hein? Et se marier aussi. Voilà. Le package. Et vous mariez, si vous trouvez une belle fille, vous vous mariez. Un bel homme. Très bien. Et les garanties n'étaient pas là. Hein? Alors tout d'un coup, ce boule immobilière a explosé. Hein? Et maintenant, le crédit commence à fluer, commence à se faire, à donner des crédits, mais avec des taux et des conditions normales, pas comme avant. Hein? Alors on est très confiant en Espagne qu'on va sortir de la crise. On est déjà sorti de la crise. Maintenant, on est en train de créer de l'emploi, ce qui serait le principal. Toutes les données macroéconomiques sont très bonnes. Le commerce extérieur est magnifique. Le tourisme, on va avoir cette année 62 millions de tourisme en Espagne. Record historique. Hein? Mais puisque ces conditions macroéconomiques descendent jusqu'à la personne de la rue, pour ainsi dire, ça va prendre un peu de temps encore. Mais ça va venir, ça est en train de venir. Bonjour Son Excellence, bonjour Monsieur le Président. Donc ma question est la suivante. Nous remarquons que le principal concurrent de l'Espagne, qui est la France, au niveau économique, et notamment concernant le marché marocain, a une avance au sujet du secteur bancaire. Donc comme vous le savez, l'un des principaux groupes bancaires, qui est BNP Paribas, a une filiale robuste au Maroc, qui est la BMCI. Donc quelles sont les perspectives d'avenir au sujet d'une éventuelle implantation d'un groupe bancaire espagnol au Maroc? Merci. Bien. Non, il est vrai, écoutez,
lorsqu'on dit que l'Espagne est devenue le premier partenaire économique du Maroc, il faut prendre ça avec des nuances. Nous, on est devenu le premier partenaire commercial du Maroc. C'est-à-dire, on est le premier client, le premier fournisseur. Mais économiquement, le poids de la France, qui est un pays beaucoup plus puissant, entre guillemets, hein, du point de vue économique que l'Espagne, il est là et c'est normal. Pour ce qui est du bancaire, la seule présence espagnole au Maroc, c'est la participation de Banco Santander dans le Ticariwa Bank, et après que l'autre grande banque espagnole, le BBVA, est parti il y a quelques années. Mais maintenant, on parle il y aurait la possibilité que le Banco de Bilbao, qui est la deuxième banque espagnole, revienne au Maroc. Mais ça dépendra du volume des échanges commerciaux et des développements, de l'implantation des entreprises espagnoles au Maroc, des possibilités qu'on aura d'emporter d'appels d'offres importantes, Guarsazat et compagnie. Et on espère bien qu'on sera là. Cela aura comme conséquence l'arrivée des banques. Moi, je suis convaincu. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là donc, pour les questions et passer à la signature de la convention. Je vous remercie en tout cas pour les questions. Je remercie encore Son Excellence et la délégation donc, pour cette visite. Quand on passe à la... Donc, merci encore et merci pour vos questions. Maintenant, j'inviterai Monsieur Miguel Zurita Becerril, qui est le conseiller d'éducation à l'ambassade d'Espagne à Rabat, à joindre Monsieur le Président et Son Excellence l'ambassadeur. de...